2 jours après le mariage de mon fils, le directeur du domaine m'a appelé à 8h36 du matin. Sa voix était basse, prudente. « Monsieur Lefebvre, a-t-il dit, nous avons revérifié les enregistrements de samedi soir. Vous devez venir seul. » Je me tenais dans ma cuisine, une main serrée autour d'un bol de café, fixant ma femme Hélène assise tranquillement près de la fenêtre. Son poignet était enflé. Une ecchymose sombre s'était propagée sur son coude. Quand elle était rentrée du mariage de notre fils, elle avait à peine parlé. Elle avait retiré ses chaussures, s'était assise sur le bord de notre lit et avait murmuré « Je suis juste tombée ». Mais quelque chose dans sa voix ne sonnait pas juste. Mon nom est Jean-Pierre Lefebvre. J'ai 72 ans, je suis urbaniste à la retraite de la mairie de Lyon. Ma femme et moi étions mariés depuis 45 ans. Hélène n'était jamais dramatique. Elle était le genre de femme qui s'excusait quand quelqu'un d'autre la bousculait. Le genre qui gardait toujours des couvertures supplémentaires dans la voiture parce qu'elle craignait que quelqu'un ait froid. Le genre qui se souvenait de l'anniversaire de chaque enfant du voisinage. Et elle aimait notre fils Julien plus que quiconque au monde. C'est pourquoi la voir rentrer de son mariage avec cet air terrifié m'avait semblé faux d'une manière que je ne pouvais expliquer. Julien avait épousé une femme nommée Élodie Roche. Élodie était sophistiquée, intelligente, belle de la manière dont les magazines aiment le décrire. Elle travaillait dans l'immobilier de luxe à Lyon, s'exprimait toujours avec soin et savait exactement comment faire en sorte que les gens se sentent importants lorsqu'elle avait besoin de quelque chose d'eux. Au début, Hélène l'adorait. Elle rend Julien confiant, m'avait-elle dit après leur fiançailles. Et Julien semblait vraiment heureux. Il souriait davantage. Il s'habillait mieux. Il parlait de l'avenir comme de quelque chose qu'il avait enfin mérité. Alors, quand il a demandé si nous pouvions aider à payer le mariage, j'ai dit oui. J'ai payé la compte du domaine, le photographe, le dîner de répétition, non pas parce que Julien l'exigeait, mais parce qu'Hélène voulait une journée parfaite pour lui. Le mariage a eu lieu dans un ancien château dans le Beaujolais. Des murs de pierre blanche, de hauts plafonds et une longue allée de jardin menant à une salle de réception. Hélène portait une robe bleu pâle qu'elle avait achetée des semaines auparavant. Elle était magnifique. Je me souviens de lui avoir dit cela avant de quitter la maison. Elle a souri et a dit « Penses-tu que Julien le remarquera ?» Je lui ai répondu « Il te remarque toujours. » C'est la phrase que j'ai regrettée plus tard. Au mariage, les choses ont semblé étranges presque immédiatement. Élodie a à peine reconnu Hélène. Elle l'a serrée brièvement dans ses bras pendant les photos, puis est passée à autre chose. Julien semblait distrait. Chaque fois qu'Hélène essayait de lui parler, Élodie apparaissait à ses côtés avec un autre invité, une autre tâche, une autre raison de l'éloigner. Au dîner, Hélène était devenue silencieuse. J'ai demandé si elle allait bien. Elle m'a fait un petit sourire. Juste fatiguée. Puis, à la moitié de la réception, elle est sortie seule. Je l'ai regardée à travers les portes vitrées alors qu'elle se tenait près des marches du jardin. Quelques minutes plus tard, Élodie l'a suivie. Julien est allé après elle. J'ai supposé qu'ils discutaient. J'ai supposé que c'était une affaire de famille. J'avais tort. 20 minutes plus tard, Hélène est revenue à l'intérieur. Son visage était pâle. Ses cheveux étaient légèrement défaits. Elle a dit qu'elle avait trébuché sur le chemin de pierre. Julien n'est pas revenu avec elle. Élodie, si. Et quand Élodie m'a vu regarder le bras meurtri d'Hélène, elle a dit « Elle va bien, c'était juste une petite chute ». Les mots sont venus trop vite, trop pratiqués. Mais Hélène a serré ma main sous la table. « S'il te plaît » a-t-elle chuchoté, « pas ce soir. » Alors, je l'ai ramenée à la maison. 2 jours plus tard, le directeur du domaine a appelé. Son nom était Monsieur Girard. Il m'a reçu dans un petit bureau derrière la salle de réception. Il semblait mal à l'aise avant même que je ne m'assoie. « Je suis désolé de m'immiscer » a-t-il dit, mais l'un des membres de notre personnel a remarqué que Madame Lefebvre semblait bouleversée. Nous avons vérifié les images extérieures à cause du rapport d'incident. Rapport d'incident. Le barman a vu son bras gonfler et l'a consigné au cas où une aide médicale serait nécessaire. Monsieur Girard a tourné son moniteur vers moi. Monsieur Lefebvre, a-t-il dit, j'ai besoin que vous voyiez ceci. La vidéo montrait le chemin du jardin. Hélène se tenait près des marches en pierre, tenant la rampe. Puis Élodie est entrée dans le cadre.
Julien a suivi quelques secondes plus tard. Il n'y avait pas de son au début, mais je pouvais voir Élodie parler brusquement. La posture d'Hélène a changé. Elle a baissé les yeux. Puis Julien s'est approché. Il a pointé du doigt vers la maison. Hélène a secoué la tête. Élodie s'est rapprochée, trop près. Puis elle a poussé Hélène, pas assez fort pour paraître violente de loin, mais assez fort pour qu'Hélène perde l'équilibre. Son pied a glissé sur le bord de la pierre. Elle est tombée de 3 marches et a frappé son bras contre la rampe. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis Julien a regardé vers la maison, pas sa mère, pas sa blessure, vers la maison, comme s'il vérifiait si quelqu'un avait vu. Élodie s'est penchée, a dit quelque chose à Hélène, puis a regardé directement la caméra. L'enregistrement n'avait pas de son, mais l'expression sur son visage était claire. Froide, agacée, pas inquiète. Monsieur Girard a mis la vidéo en pause. Mes mains étaient à plat sur le bureau. Je pouvais sentir les battements de mon cœur dans mes paumes. Puis il a ouvert un deuxième clip. Celui-ci avait du son. Il provenait d'une caméra de sécurité près de l'entrée du personnel. La voix d'Élodie était claire. Elle était censée rester à l'intérieur et arrêter de nous embarrasser. La voix d'Hélène était à peine audible. Je voulais seulement parler à Julien. Puis Julien a dit quelque chose qui a tout changé. Maman, laisse tomber, tu rends toujours les choses plus difficiles. Il y a des phrases qu'un homme peut entendre une fois et dont il ne se remet jamais. C'en était une. Ma femme avait passé 34 ans à rendre la vie de Julien plus facile. Elle avait fait des heures supplémentaires quand il était à l'université. Elle avait conduit 4 heures sous une tempête lorsqu'il s'était retrouvé bloqué après une panne de voiture. Elle avait utilisé ses propres économies pour l'aider durant sa première année après l'obtention de son diplôme. Et le soir de son mariage, quand elle a demandé une conversation, il lui a dit qu'elle rendait les choses plus difficiles. Maintenant, dites-moi honnêtement, auriez-vous appelé votre fils au moment même où vous avez regardé ces images? Où seriez-vous rentré chez vous d'abord, vous seriez-vous assis à côté de votre femme pour lui demander pourquoi elle avait eu trop peur de vous dire la vérité? Commentez appelez-le maintenant si vous l'auriez affronté immédiatement. Commentez protégez-la d'abord si vous croyez que la personne blessée doit passer avant la vengeance. Je suis rentré à la maison. Hélène était toujours dans le salon. Elle n'avait pas bougé de la chaise près de la fenêtre. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai posé ma main sur la sienne. Je sais que tu n'es pas tombé, ai-je dit. Son visage a changé. Pendant un instant, elle a ressemblé à une petite fille qui avait été surprise en train d'essayer de ne pas pleurer. Puis elle a chuchoté, je ne voulais pas gâcher son mariage. Je l'ai regardé. C'est lui qui l'a gâché, Hélène, pas toi. Elle a pleuré alors, doucement, non pas de colère, mais avec ce genre de chagrin qui survient quand votre propre enfant choisit la cruauté de quelqu'un d'autre plutôt que votre amour. Elle m'a dit qu'Élodie l'avait accusée de faire des commentaires sur le budget du mariage, ce qui n'était vrai que parce qu'Hélène avait calmement demandé pourquoi le fleuriste avait été payé 2 fois. Élodie avait utilisé l'argent de notre contribution pour des choses que Julien ignorait. Des surclassements privés, des cadeaux de créateurs, une villa de lune de miel séparée. Hélène avait remarqué les factures. Elle voulait interroger Julien à leur sujet. Élodie ne voulait pas de questions. Et Julien ne voulait pas de conflit. Alors, ils ont essayé de la faire taire. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate. Pas Julien. Pas Élodie. Une avocate. Elle s'appelait Maître Valérie Dumas. Elle a examiné les contrats de mariage, les relevés de paiement et les images du domaine. Puis elle a découvert ce que je ne savais pas. Le paiement final pour le domaine avait été effectué depuis mon compte, mais le contrat était au nom de Julien. Et Élodie avait signé plusieurs frais supplémentaires sans autorisation. Des frais qu'elle imputait à Hélène. Le domaine avait tout documenté. Le fleuriste avait tout documenté. La coordinatrice avait tout documenté. Le vendredi, le domaine m'avait remboursé les frais non autorisés directement. Le lundi, l'employeur d'Élodie avait été informé après qu'elle eut tenté d'utiliser son compte professionnel pour masquer certaines dépenses liées au mariage. Et le nom de Julien a été retiré de la fiducie d'investissement familial dont il s'attendait à hériter automatiquement. Je ne l'ai pas fait par rage. Je l'ai fait parce qu'une personne qui regarde sa mère se faire pousser dans des escaliers en pierre ne peut pas traiter la loyauté familiale comme une garantie. Julien m'a appelé 9 fois.
Je n'ai pas répondu. Élodie a envoyé des messages disant que c'était un malentendu. Puis elle a dit qu'Hélène exagérait. Puis elle a dit que nous détruisions leur mariage. Cette dernière phrase m'a presque fait rire parce qu'il y avait une chose que j'avais apprise après 45 ans avec Hélène. Un mariage n'est pas détruit par la vérité. Il est détruit par ce que les gens font avant que la vérité n'arrive. Une semaine plus tard, Julien est venu à la maison seul. Il avait l'air épuisé. Pas soigné, pas confiant, juste honteux. Il s'est tenu à la porte d'entrée et a dit « Papa, je ne savais pas qu'elle allait pousser maman. » Je l'ai regardé pendant un long moment. Mais tu l'as vu tomber. Ses yeux se sont remplis de larmes. Oui. Et tu es quand même resté à la fête. Il a baissé la tête. Oui. C'était la partie qui importait, pas ce qu'Élodie avait fait, mais ce que Julien avait choisi de ne pas faire. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas insulté. Je lui ai simplement dit qu'Hélène se remettait et qu'elle ne voulait pas encore le voir. Puis j'ai fermé la porte. Certaines portes ne sont pas claquées. Elles sont fermées doucement, mais elles restent fermées. Cela fait 4 mois maintenant. Le poignet d'Hélène a guéri. L'ecchymose a disparu. Mais le silence dans notre maison a changé. Julien a demandé le divorce après en avoir appris davantage sur les dettes et les mensonges d'Élodie. Il suit une thérapie. Il écrit des lettres à Hélène. Elle les lit parfois. Elle n'a pas encore répondu. Et je ne lui en veux pas. Le pardon n'est pas un cadeau de mariage que l'on remet à quelqu'un parce qu'il se sent enfin coupable. C'est quelque chose qu'on mérite lentement. Avec la vérité, avec des actes, avec le temps. Le directeur du domaine pensait me donner une terrible nouvelle ce jour-là. Et c'était le cas. Mais il nous a aussi donné autre chose. Une preuve. La preuve qu'Hélène n'était pas tombée. La preuve qu'elle n'était pas confuse. La preuve que les gens qui l'avaient blessée comptaient sur son silence. Ils avaient oublié une chose. Une femme silencieuse n'est pas toujours impuissante. Parfois, elle attend simplement quelqu'un qui l'aime assez pour voir ce qui s'est réellement passé. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales les plus sombres, là où la loyauté est mise à rude épreuve par l'ambition et la manipulation. Le personnage de Jean-Pierre incarne cette force tranquille du protecteur qui, plutôt que d'exploser de colère, choisit la voie de la justice méthodique et de la vérité. Ce récit nous enseigne que le silence d'une victime ne doit jamais être interprété comme une faiblesse, mais souvent comme un sacrifice ultime pour préserver une harmonie déjà brisée. La trahison de Julien est particulièrement poignante car elle ne réside pas dans l'acte de violence lui-même, mais dans son inaction et son indifférence face à la souffrance de sa propre mère. C'est une leçon brutale sur les conséquences de nos choix, on ne peut pas construire son bonheur sur l'humiliation de ceux qui nous ont tout donné. La réaction de Jean-Pierre, protégeant les intérêts financiers de sa famille tout en imposant une limite émotionnelle ferme, montre que le respect est la base de tout lien de sang. Sans respect, la famille n'est qu'un mot vide de sens. Et vous, chers spectateurs, quelle est votre vision de cette situation? Pensez-vous qu'un père doit protéger son fils malgré ses erreurs, ou que la justice envers sa femme doit primer avant tout? Auriez-vous eu la force de fermer cette porte comme Jean-Pierre l'a fait, ou croyez-vous qu'un pardon immédiat aurait été préférable pour maintenir l'unité familiale? Partagez vos réflexions dans les commentaires, votre avis nous intéresse énormément pour comprendre comment chacun place le curseur entre loyauté filiale et justice morale.